obligé quand même de calculer le flux total traversant ce rectangle. Alors, pour des raisons, avant, prenons uniquement ce premier cylindre. On sait que le champ magnétique créé par ce cylindre, d'abord, il est orthoradial, c'est-à-dire que dans son sens ici, il sera rentrant. Ça, c'est B1. D'accord? Je rappelle très rapidement ici, voilà mon cylindre, il est parcouru par un courant I. Nous, on sait très bien que le champ créé par ce courant volumique est orthoradial, c'est-à-dire que si je prends l'aspire dans le plan de ma main, ça nous donnera cette configuration. On est bien d'accord, ça, c'est le champ B. C'est un champ orthoradial. Sa projection sur le plan du tableau, évidemment, ça nous donne un champ rentrant ici et un champ sortant ici. Imaginez que je change le sens de I. Ben, c'est très simple, tout va changer, puisque dans ce cas-là, j'aurai, si je change le sens de I, imaginons qu'il est descendant. Ben, écoutez, ici ce sera ça, boum, il va changer de sens partout, tout simplement. Voilà. Voilà, et voilà. On est bien d'accord? Donc, le B1, la projection de B1 sur le plan contenant ce circuit, et là, ce sens et sa direction. Pour B2, ben, ça va être pareil. Tout le monde, généralement, est étonné de cette affaire. Mais en fait, j'obtiens des champs de même sens et de même direction parce que j'ai des courants allant dans des sens opposés. Si j'avais le même sens pour les courants, un B sera rentrant et le deuxième B sera sortant ou vice-versa. On est bien d'accord? Donc, à partir de cette constatation, et en remarquant que ce système présente une symétrie je vais noter, par raison de symétrie, en fait, phi 1 égale à phi 2. C'est sûr, c'est sûr. On peut très bien justifier de ce résultat en calculant phi 1 d'un côté, de calculer phi 2 de l'autre, mais en fait c'est très long. Moi je vais faire une simple remarque qui puisse vous donner une idée de l'égalité de ces deux flux. Si je me place, n'oubliez pas que B1 et B2, tous les deux, ils sont des fonctions hyperboliques de la distance à l'axe. C'est-à-dire que si je me place à égale distance des deux axes, c'est-à-dire je me place sur la médiane de ce rectangle. Imaginez que je me place ici. Ben ici, B1 égale B2. Donc, obligatoirement, phi1 égale à phi2. Maintenant, de part et d'autre, je ne vais pas m'allonger sur cette notion, de part et d'autre, de la médiane à ce rectangle, en fait, on peut remarquer que le B1 d'un point sera égal au B2 de son symétrique. Résultat de tout ça, c'est que phi1 égale phi2. Ou encore que le flux total, ce qui implique que le flux total égale tout simplement 2 fois l'un des deux flux. Ben, on n'a qu'à mettre phi1. On est d'accord? Donc, par raison de symétrie, le flux total créé, parce que n'oubliez pas qu'ici j'ai bien deux flux, le flux créé par P1 à travers ce rectangle, le flux créé par B2 à travers ce rectangle. En fait, ce rectangle sera traversé par un flux total, phi total, qui est égal à phi1 plus phi2, c'est-à-dire 2 phi1 ou alors 2 phi2. Voilà. On va calculer phi1. Alors, c'est égal à quoi? En fait, c'est égal à l'intégrale double
sur toute la surface du rectangle de longueur A et de largeur L, de quoi? De B1 scalaire la normale N fois ds. Évidemment, la normale ici, le choix de la normale dans notre cas de figure est un choix arbitraire. On cherchera toujours à avoir des flux positifs, donc puisque mon choix est arbitraire, je vais prendre N ayant même sens et même direction. La direction elle est imposée par la figure elle-même, mais le sens, je vais le choisir arbitrairement, le même que les deux champs magnétiques. Dans ce cas de figure, je me retrouve avec l'intégrale double de B1 ds. C'est bon? Ok. Alors, arrivé à ce stade, il va falloir quand même distinguer deux régions d'intégration ici. Le B1, je sais que entre 0, je vais prendre l'origine de mon repère sur l'axe du premier cylindre. Là, j'ai l'abscisse R, c'est le rayon du premier cylindre. Et là, de 0 à ici, c'est bien la distance A. Seulement, entre 0 et R, j'ai un P1 intérieur, puisque je suis à l'intérieur du cylindre. Alors qu'entre R et A, j'ai un P1 extérieur. On connaît bien les expressions de ces champs-là. Donc, je vais diviser mon intégrale en deux parties. La première, donc phi 1, égale l'intégrale. Ah, une autre remarque avant de continuer quand même. Une remarque préliminaire avant de continuer ce calcul. En fait, S, c'est quoi? C'est, si je prends ici une bande d'épaisseur, on n'a qu'à appeler cet axe-là l'axe des X. Hein. Si je prends une surface élémentaire ici d'épaisseur dx, ds c'est quoi? ds n'est rien d'autre que L dx, si vous êtes d'accord. C'est L, la longueur L, la largeur du rectangle, fois l'épaisseur de cette tranche dx. Donc, phi 1 sera égal à l'intégrale, je ne vais pas mettre les bornes pour le moment, de B1 à L fois dx. Ok. Donc, c'est là où je vais subdiviser mon intégrale parce que j'ai de 0 à R, j'ai B1 intérieur, L dx, plus de R à A, j'ai bien B1, mais cette fois-ci extérieur, fois L dx. Ayant appelé x la distance à l'axe du premier cylindre, je peux très bien exprimer B1 intérieur et B2 extérieur. Mais je vais débarrasser un petit peu ici. Voilà. Alors finalement, phi 1, c'est égal à l'intégrale, on a dit, de 0 à R. C'est quoi B1 intérieur? C'est très très simple, hein? C'est mu0 I x sur 2 pi R carré, que je vais multiplier par, voilà le B1 intérieur, L dx, plus l'intégrale de R à A, du B extérieur. Le B extérieur, c'est une fonction hyperbolique de x, de la distance à l'axe, c'est-à-dire mu0i sur 2pi x L dx. L'intégration ici devient très très aisée puisque ça nous donne finalement, je vais sortir les constantes mu0, i, en fait c'est I1, hein, on est bien d'accord, c'est le courant
par courant, c'est P1, donc c'est I1. Par courant de cylindre 1. I1 sur 2 pi r carré fois L. Qu'est-ce qui reste? L'intégrale de x dx entre 0 et r, c'est r carré sur 2. Hein, d'accord? C'est r carré sur 2. Plus. Alors, mu0 I1 sur 2pi, toujours, fois L. L'intégrale de dx sur x, c'est ln de x entre a et r, donc c'est ln de a sur r. Voilà. Une petite factorisation rapide après avoir éliminé ce terme-là. J'ai bien mu0 I1 sur 2pi qui est en facteur de quoi? A fois L, qui est en facteur de quoi? Ben de 1,5 ici, plus ln de A sur R. Voilà pour le flux créé par le cylindre 1. Maintenant, pour avoir le flux total, évidemment, il suffira de multiplier cette expression par 2, puisque phi total égale à 2 fois phi 1 ou la 2 fois phi 2. En fait, phi total, donc le phi total ici vaudra 2 phi 1, c'est-à-dire tout simplement mu0 I1 sur pi L 1,5 plus ln de A sur R. Voilà pour le flux total. Le calcul d'auto-induction, de coefficient d'auto-inductance est très très simple en fait ici, puisque on a calculé phi 1. Qu'vaut L? On a calculé phi total. Qu'vaut L? Ben, en fait, L vaudra phi total divisé par I1. Donc, j'ai le coefficient de self-induction L, c'est quoi? L, c'est égal à phi total sur I1. Et je vais représenter en fait le résultat final ici, qui n'est rien d'autre que L donc vaut cette expression que je vais diviser par I1, ça me donne bien mu0 L sur pi facteur de 1,5 plus ln de A sur R. Voilà le résultat. C'est une expression purement positive, A est plus grand que R. Elle dépend des caractéristiques géométriques de l'objet en présence, ainsi que des caractéristiques du milieu représentées ici par la perméabilité magnétique. Voilà pour cet exercice. Un autre type d'exercice concernera, en fait, c'est toute une catégorie d'exercices qui vont porter sur le calcul de coefficients d'inductance mutuelle entre deux solénoïdes. Alors, on sait, les solénoïdes, c'est très très simple. Où il obéit, où je prends l'hypothèse de solénoïde infiniment long, c'est-à-dire dont le rayon est un infiniment petit devant la longueur, ou encore des solénoïdes courts. Mais on sait très bien, dans la théorie, on l'a fait la dernière fois, les expressions changent selon que je vérifie, que le solénoïde vérifie cette hypothèse ou pas. Donc, l'exercice 2, il va porter sur deux solénoïdes coaxiaux. Et on va voir que le calcul est simple, mais il y a des détails qu'il ne faut pas omettre, qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien saisir. Voilà. Alors, l'exercice 2, ce sera tout simplement le calcul du coefficient d'inductance mutuelle entre deux solénoïdes. Donc M entre deux solénoïdes. C'est les solénoïdes, on va prendre en fait deux solénoïdes
coaxiaux, c'est-à-dire tout simplement ayant exactement le même axe que je vais appeler Z ici. Alors, le premier solénoïde est parcouru par un courant I1 dans ce sens-là. Solénoïde 1. Je vais supposer que le solénoïde 1 est infiniment long, c'est-à-dire son rayon de courbure, son rayon est un infiniment petit devant sa longueur. Quant au solénoïde 2, je vais le prendre beaucoup plus grand en termes de rayon, mais très court en termes de longueur. Voilà I2. Mon problème, c'est de calculer donc. Je vais mettre les solénoïdes. Je les caractérise de la manière suivante. Pour le solénoïde 1, il est infiniment long. Donc, son rayon est un infiniment petit devant sa longueur. Il est parcouru par I1. Il a une section S2. Elle contient S1. Elle contient petit n spire par unité de longueur. Par unité de longueur. Par longueur. C'est bon? Ok. Pour le second, il va être vraiment quelconque. Il sera parcouru par I2 dans le même sens quand même que I1. Il a une section S2 et elle contient grand N2 spire. Je vais donner les raisons tout à l'heure. Pourquoi ici on prend des spires par unité de longueur? Ici on prend le nombre de spires. On verra la raison tout à l'heure. Alors, mon problème, c'est quel est le coefficient d'inductance mutuelle entre ces deux solénoïdes, le 1 et le 2. Bien sûr, ça donne lieu à une notion nouvelle qui est la notion de flux, ce qu'on appellera désormais un flux praticable. Alors, je vais parler de cette notion flux praticable. Je vais essayer d'expliquer cette notion. Moi, je sais que pour calculer M revient à calculer ou phi N2 ou phi de 1. On est bien d'accord? Oui, mais dans le cas de figure qu'on a ici, vu que le solénoïde 1 a été supposé infiniment long, je sais que B1 est uniforme. Le B2 étant, le solénoïde 2 étant quelconque, B2, elle est quelconque. Hein. Elle est vraiment quelconque, c'est-à-dire il dépendra de chaque point où je vais me placer. L'idée, puisque je vais écrire ces deux flux, hein, ce flux-là, c'est l'intégrale double sur, qui c'est qui crée ici? C'est 1, donc c'est P1, ds. Oui, mais je vais intégrer sur S2. Ça, c'est le flux traversant, pardon, ça, c'est le flux traversant une seule spire de S2. Si je veux le nombre total, si je veux le flux total traversant S2, je devrais multiplier par le nombre N2 qui est le nombre de spires. Ok? Examinons ce flux-là. En fait, ce flux-là, ça c'est phi N2. Phi de 1. Il vaut quoi? Le phi de 1. Il vaudra le nombre de spires du solénoïde 1. Je ne l'ai pas. J'ai le nombre de spires par unité de longueur. Je vais rajouter quand même ici la donnée L1. Hein. D'accord? L1, c'est sa longueur. Puisque je n'ai pas le nombre de spires directement, je peux dire que N1, grand N1, le nombre de spires dans le solénoïde 1, ce n'est rien d'autre que N1, L1, double intégrale. Sur quoi? Sur S1 de B2 scalaire ds. Ah, mais c'est parfait, là, c'est parfait. On parle de flux praticable. Le flux, en fait, qui fera intervenir
un champ uniforme. Pourquoi? Parce que l'intégration sera beaucoup plus aisée. En l'occurrence ici, c'est le B1. B1 étant uniforme, je vais pouvoir le sortir et intégrer directement. B2 n'étant pas uniforme, le calcul ici est beaucoup plus long. Vu que les deux expressions sont là pour me donner la même chose, c'est-à-dire M, il sera praticable, il sera plus facile, plus praticable d'utiliser donc phi N2. Je vais dire donc que phi N2, c'est le flux praticable. Pourquoi? Tout simplement parce que fait intervenir un champ, uniforme, un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire beaucoup plus facile à intégrer que le deuxième. J'espère que cette idée est claire et je vais mettre un peu de place. Maintenant, mon choix est bien pris. C'est bien phi N2 qui sera praticable. Pourquoi il est praticable? Parce qu'il fait intervenir un champ uniforme. Maintenant, je vais m'occuper de ce flux, qui est le flux praticable. Je vais le laisser ici, voilà. Et on va essayer de le calculer pour obtenir, en fin de compte, le coefficient d'induction mutuelle. Alors, phi 1, 2 égale le nombre de spires traversés par ce flux. Je rappelle que c'est un flux créé par B1 et reçu par les sections du solenoïde 2. Donc c'est N2, double intégrale sur S2 de B1 scalaire ds. Je rappelle tout simplement, vous avez peut-être remarqué, parfois je mets NDS, ben, c'est exactement la même chose que ds, c'est-à-dire un élément de surface, mais porté par la normale à cette surface. Revenons à notre petite figure. On avait le solenoïde comme ça, le deuxième comme ça, ok? Voilà mon B1. Ben, le choix ici de la normale, hein, il est automatique. Je vais prendre tout simplement la normale, c'est EZ. Puisque le choix de la normale ici est encore arbitraire, je vais prendre une normale qui est EZ. Alors ça me fera ici M2 double intégrale sur S2 de B1 scalaire EZ fois ds. Ok. Alors, qu'en vaut B1? On sait que B1, puisque le solenoïde 1 est supposé infiniment long, c'est-à-dire un rayon infiniment petit devant la longueur, B1, je sais qu'il est uniforme et que N1 fois I1 est porté par EZ. Non seulement il est uniforme, il ne dépend pas du point où je le calcule, en plus il est axial. C'est d'accord? Remplaçons cette expression ici, je me retrouve avec, en fait je ne vais pas la remplacer pour le moment, ça me permet tout simplement d'écrire que, puisque B1 est parallèle et de même sens que EZ, que ça nous fait N2 double intégrale sur B1 ds. Mais là, il y a une autre difficulté. Il y a une autre difficulté qu'il va falloir examiner. Je vais tout simplement prendre une coupe transversale de ce système de solenoïde. C'est-à-dire tout simplement, voilà S1, ok, et voilà S2. J'ai pris une coupe transversale de ces deux solenoïdes qui sont coaxiaux. Voilà l'axe EZ. Ça, c'est S2. Ça, c'est S1. Je peux dire quand même que S2, on peut remarquer que S2 n'est rien d'autre que S1 union grand A. J'appelle grand A la partie annulaire se trouvant entre S1 et S2. C'est bon?
c'est la partie annulaire, c'est-à-dire annulaire, c'est le mot anneau, hein. Pourquoi je fais cette division de ces surfaces-là? Pourquoi? Parce que B1, ne l'oublions pas, le B1 intérieur, elle est certes uniforme, axiale, ça c'est sûr et certain. Mais n'oublions pas que B1, dès que je sors de la surface S1, elle est tout simplement, alors B1 extérieur, elle est nulle. Ce qui m'oblige à diviser, à partager la surface S2 en deux parties. Une partie, c'est le noyé, c'est le centre, une partie centrale qui est S1, plus une partie annulaire qui est A. Pourquoi? Parce que dans ce cas, j'aurai phi N2 qui n'est rien d'autre que, allons-y, grand N2, un double intégrale sur S1 de quoi? De B1 intérieur. ds, plus double intégrale, mais sur la partie annulaire, cette fois-ci, de B1 extérieur ds. Oui, mais B1 extérieur, je sais très bien qu'il est nul. Donc cette partie ne vaut rien ici. Ça vaut 0. Oubliez le M2. Il me reste donc cette expression. B1 intérieur étant uniforme, je vais le sortir. Ça nous fait phi N2 égale N2. B1, c'est mu0, N1, I1. L'intégrale de ds sur S1, c'est tout simplement S1. C'est bon? En fait, arrivons à ce résultat. Normalement, on devait s'attendre à ce que le flux créé par 1 et envoyé par 2 et envoyé vers 2, c'est le 2 qui reçoit. On devait s'attendre à avoir un S2 ici. Vu le raisonnement qu'on vient de voir, que je viens de présenter, en fait, c'est pas S2, c'est S1. Et dans ce cas de figure, on parle de S1 et la surface. On dit qu'il est utile. Ben, parce que l'autre bout n'est pas utile du tout. Hein. La surface S2 se composant de la surface centrale S1 de la partie annulaire A, seul S1 est une surface utile. Alors, je vais terminer ce calcul. Dans cette partie. Alors, finalement, phi 1, 2 n'est rien d'autre que, allons-y, N2, mu0, N1, S1, I1. Je fais exprès toujours d'isoler le courant. Pourquoi? Comme ça, j'obtiens directement le coefficient d'inductance mutuelle. Phi N2, qui c'est qui a créé ce flux? C'est 1. Donc je divise par I1 égale donc à N2 mu0 N1 S1. On voit bien, Schreiber, nombre de spires, nombre total de spires, perméabilité magnétique, nombre de spires par unité de longueur, une certaine surface. Ça, vous voyez bien qu'il est positif. Et l'explication, elle est très très simple. J'ai pris mes deux solénoïdes parcourus parcourus par des courants dans le même sens. I1 et I2, I1 et I2 avaient le même sens, donc je me retrouve avec un coefficient d'induction mutuelle strictement positif, dépendant encore une fois des caractéristiques géométriques ainsi que des caractéristiques du milieu qui est le vide, ou l'occurrence ici. Voilà. Il reste un autre cas de coefficient mutuel que j'aimerais bien qu'on examine avant de finir cette séance, et ce sera l'objet de l'exercice 3.
Alors, exercice 3. Je vais encore considérer un solenoïde infiniment long. C'est-à-dire, vérifions l'hypothèse, rayon infiniment petit devant la longueur. Et sur l'axe, je vais choisir une spire. Alors, lui, il est parcouru. C'est le solenoïde 1. Il est parcouru par I1 dans ce sens-là. Là, je vais prendre une spire, une seule spire, voilà, à l'intérieur de ce solenoïde. Donc, la normale, je vais l'appeler nu. J'ai choisi nu pour éviter de confondre avec petit n le nombre de spires par unité de longueur du solenoïde 1. Cette spire, je vais supposer qu'elle est parcourue également dans le même sens par un courant I2. C'est une seule spire. Mon problème, encore une fois, c'est de calculer le coefficient d'inductance mutuelle M. Alors, évidemment, quand on parle de M, automatiquement, je devrais parler, dans un premier temps, des flux praticables. Alors, évidemment, dans ce cas de figure, je sais que le B1, créé par I1, il est là. Il est axial, il est uniforme. Quant au champ créé par I2, c'est vrai, il sera axial, c'est-à-dire selon l'axe de la spire, selon nu, mais sa valeur dépendra du point où je le calcule. Résultat du course, quel est le flux praticable? Ce sera le flux faisant intervenir le champ uniforme, c'est-à-dire B1. Autrement dit, phi 1 à travers 2. Il fait intervenir B1. Alors c'est égal à quoi? Au nombre de spires traversant par ce flux. Il n'y en a qu'une seule. Je vais le noter. 1 fois, ça c'est le nombre de spires, fois l'intégrale double de quoi? Sur quoi? Sur S2. S2, la section, la surface limitée par la spire parcourue par I2. De quoi? De B1, qui est uniforme, voilà. Scalaire, la normale à S2, c'est nu ici. Elle est là, fois ds. Ben, on n'a qu'à appeler cet angle-là, je ne sais pas moi, je vais l'appeler angle θ, pour en fait me retrouver ici avec, phi n2, égale, ben, double intégrale sur S2, Bn nu, ça nous donne B1, cosinus θ, ds, si tout le monde est d'accord, je fais le produit scalaire.